Je pense qu'il faut reconnaître que les droits de la femme, du moins la reconnaissance des droits de la femme et la protection, on va dire, des femmes contre toute forme de violence, de discrimination a sérieusement évolué. Dire aussi que les femmes elles-mêmes ont développé leur personnalité, ont commencé à travailler, à déployer leurs talents, leurs compétences. Et moi, je crois que pour quelqu'un qui a quand même été un observateur depuis les années 90, oui, depuis les années 90, moi, je crois que il y a eu un temps de préparation, un temps de maturation par rapport à un changement des mentalités. Et oui, on observe que la violence persiste, les discriminations persistent, mais on ne peut pas ne pas reconnaître que aussi bien euh, les mesures institutionnelles, les mesures législatives, que le changement des mentalités et la libération de la parole au niveau des femmes, la libération du potentiel des femmes a sérieusement évolué. Moi, j'observe que depuis 1990, où avec la Conférence nationale de la nation, il y a eu une plus grande ouverture par rapport à l'implication des femmes dans la vie politique, dans la vie publique. Je pense que même si ça a évolué un peu en dents de scie et qu'à la date d'aujourd'hui, on continue de déplorer qu'il n'y ait pas assez de femmes dans la vie politique, je pense quand même que si je ne prends que le fossé important qu'il y avait entre le nombre d'hommes députés, le nombre de femmes députées à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a eu une évolution à la faveur de mesures temporaires spéciales prises à la suite de la modification de la Constitution. On a quand même effectué un bond. C'est sûr, il reste à dire, mais il n'y a pas de quoi rougir, il n'y a pas de quoi se sentir honteux face au progrès que nous observons, parce que nous venons quand même de loin. Nous venons d'une période où beaucoup de choses étaient tabous et aujourd'hui on en parle ouvertement. Nous venons d'une période où les femmes ont lutté entre elles, alors qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'hommes qui sont nos alliés. On n'a que des raisons de se dire qu'on avance. Aujourd'hui, avec la loi du 20 décembre 2021 relative aux infractions commises à raison du sexe des personnes et à la protection de la femme, les mutilations génitales féminines ont été élevées, si je puis ainsi dire, dans leur qualification au rang de crime. Donc, passible d'une peine de 10 ans, une peine minimale de 10 ans. Et donc, c'est l'effet dissuasif de la loi qui est ici recherché pendant que la sensibilisation se poursuit. L'avènement de l'Institut national de la femme a produit un effet déclencheur de la libération de la parole, de la croyance que désormais l'impunité n'est plus de mise et de la cassure du cycle. Quand il y a une violence basée sur le genre qui se commet, il y avait un cycle, bon, ça va à la police, ça va au niveau du tribunal, et puis bon, c'est classé sans suite, ou alors, avant même d'arriver au niveau du tribunal, c'est une tentative forcée de règlement au niveau de la police. Je pense que ce rythme maintenant a été cassé complètement et que nombreuses sont les décisions de justice qui sont rendues et qui donnent prononcent des peines exemplaires. Le cycle n'est plus, désormais, c'est vraiment Institut national de la femme, police, ça va au tribunal, on fait une enquête, on fait une instruction sérieuse pour établir la culpabilité de la personne inculpée. Et quand cette culpabilité est établie,
eh ben, on condamne. La sanction tombe et elle tombe fermement. Les juridictions comme la Criette qui connaissent des violences sexuelles, des viols et autres commis contre sur la personne d'enfants de 13 ans, de 0 à 13 ans, rend sa décision très régulièrement. Les juridictions, les autres juridictions compétentes aussi, les tribunaux ordinaires rendent aussi leurs décisions dans les autres matières qui ne sont pas du ressort de la Criette. Et surtout, ce qu'il faut observer, c'est qu'aujourd'hui, les femmes disent non à la violence et ont le courage de se plaindre. Ouais, je veux dire, une grande majorité de femmes, c'est vrai, c'est encore un peu difficile. Quand on va dans nos contrées lointaines, que ce soit le nord, le sud, l'est ou l'ouest, il faut parler énormément, il faut sensibiliser, il faut informer, il faut sensibiliser avec des méthodes et avec des formules qui parlent aux gens. Pour parler du droit de la femme, de son accès à la propriété, de son accès à la succession, par exemple, on n'est pas obligé de brandir, de tenir sous le bras le code foncier et domanial. On va vers les gens, on leur parle un langage qu'ils comprennent, on leur donne des exemples, on se rapproche le plus possible des notables, des chefs de collectivité, des vaudounos, des prêtres, des pasteurs et autres, ceux en fait que les gens écoutent, ceux qui inspirent confiance aux gens, ceux auxquels les gens obéissent. Et avec elles, on convient de formules qui permettent aux gens de comprendre qu'on n'est pas en guerre contre eux, mais que il y a des droits qui doivent être préservés, qui doivent être défendus, et que lorsque un homme d'une communauté viole une fille et se retrouve en prison, la sensibilisation permet de faire comprendre à la famille de l'homme qui est en prison que contrairement à ce qu'elle pensait, ce n'est pas la famille de la petite violée qui a mis le membre de sa communauté en prison, mais que c'est l'homme même qui, par son fait et de par la loi qui le frappe, qui s'est conduit lui-même en prison. On n'a que des raisons. Personnellement, je me réjouis parce que la transformation sociétale, ça ne se fait pas d'un coup de main magique, d'un coup de baguette magique. C'est pas une sauce dans laquelle on met une louche et puis on ramasse. Non. Il s'agit d'hommes et de femmes qu'il faut allier à sa cause, à qui il faut faire comprendre que c'est une question de justice sociale, c'est une question de respect de la personne humaine, c'est une question de droit auquel les uns et les autres, de droits que les uns et les autres dont ils doivent pouvoir jouir, et que ce n'est pas pousse-toi, je veux prendre ta place, mais fais-moi de la place à côté de toi parce que je suis aussi capable que toi de faire développer notre société, d'apporter mon potentiel, d'apporter mon savoir-faire, d'apporter mes compétences. Une femme qui rentre dans la vie publique, qui rentre dans la vie politique, n'est pas pour autant une femme qui change du jour au lendemain, qui n'a plus de respect pour son mari et autres. Mais c'est une femme qui se bat pour une cause à laquelle son mari est invité à adhérer. Simplement parce que elle met son savoir-faire, elle met sa compétence, elle met les connaissances qu'elle a acquises par l'éducation au service d'une cause noble, d'une cause nationale, d'une cause qui travaille à améliorer le bien-être de toute une population ou alors de couches particulières qui sont plus vulnérables les unes que les autres, etc. Donc, nous avons fait un grand pas. Et vous remarquerez que à chaque fois, c'est la volonté politique qui a été le carburant, on va dire, de ces progrès. Moi, je me souviens encore des années, même avant la conférence nationale, où, sous l'impulsion du
président de Feu Mathieu Kérékou, il y a quand même eu des progrès qu'on avait enregistrés avec des femmes qui étaient devenues des femmes députées, avec la naissance des premiers partis politiques comprenant des femmes, ou FRB, le mouvement associatif de femmes et autres. Ça avait été sous l'impulsion du chef de l'État. Et vous aurez remarqué que depuis 2016, quand le président Patrice Talon est arrivé, c'est lui qui a donné cette impulsion-là. L'Institut national de la femme a été créé par un décret présidentiel et est devenu une institution reconnue aux côtés des institutions créées par la Constitution. Et le chef de l'État veille au grain. Le chef de l'État nous a donné quartier libre, main libre, pour poursuivre les auteurs de violences et de discrimination à l'égard des femmes et des filles jusqu'à leur dernier retranchement, sans état d'âme, sans faire acception de personne, que ce soit une autorité, que ce soit, quelle que soit sa qualité. Nous sommes vraiment libres. Nous avons les coudées franches pour aller jusqu'au bout des procédures. Donc, vraiment, je crois qu'il faut savoir reconnaître ce qui fait avancer, savoir reconnaître aussi que ce domaine est un domaine de transformation sociétale, je le dirai encore une deuxième fois, où il faut être patient et il faut faire adhérer le plus grand nombre possible à cette cause-là pour qu'on puisse avancer. Mais avec, comment dirais-je, à la clé, le fait que l'application des lois va être ferme, elle va être constante. On ne lâchera pas la semelle des auteurs de violences, et l'application de la loi stricte fera comprendre que le temps de l'impunité, la saison de l'impunité est passée. Et c'est ça qui donne l'assurance aux victimes, que désormais, elles peuvent avoir le courage de dire non à la violence. Parce que c'est une question de courage, hein. Il y a des femmes qui, après avoir dit non à la violence, se voient fermer la porte de leur domicile conjugal. Donc, c'est pas une petite affaire. Et donc, la transformation sociétale, le changement des mentalités, moi, je crois qu'il fait son chemin et qu'on a des raisons d'être optimistes. Le harcèlement sexuel, en fait, c'est le fait par divers procédés, la parole, les écrits, les menaces, les contraintes, les pressions de tout genre, le fait pour une personne de vouloir obtenir des faveurs sexuelles auprès d'une autre sans le consentement de cette personne. Et ce qui nous facilite le travail, c'est qu'avec la nouvelle loi, les instituteurs, les enseignants de façon générale sont visés, et quand c'est eux, ça constitue une circonstance aggravante qui aggrave la peine qui est encourue. Au-delà de ça, la nouvelle loi a interdit les relations amoureuses entre un enseignant et son apprenant. Donc, ramenant dans le contexte correct, dans le contexte normal, la relation un enseignant et un apprenant. Un enseignant ne pouvant être la personne qui apporte le savoir à une apprenante qui boit à la source de l'instruction qu'il lui donne. Il peut pas être ça, et dans la journée ou le soir, devenir celui qui lui envoie des mots doux et qui lui envoie des images obscènes pour susciter en elle l'envie d'avoir une relation avec lui. Donc, tout ça, ça clarifie en fait le champ de l'infraction, de la sensibilisation et de la sanction. Parce que là, on sait quelles sont les cibles. Et les cibles ayant été élargies, quand on dit enseignant, c'est formateur, c'est niveau primaire, universitaire, de formation, c'est les centres de formation, c'est les ateliers de couture, de tout ce qu'on veut. C'est de ça que nous parlons. Et donc, ça nous permet de faire une sensibilisation à l'endroit de ces personnes-là, tout en faisant également une sensibilisation de mettre les jeunes en état d'alerte pour que quand ils sont
en proie du harcèlement sexuel, qu'ils puissent savoir. Parce que les jeunes ne savent pas toujours. Mais le professeur ou l'enseignant qui vous envoie des mots doux, des messages, des fleurs tous les jours, qui veut que vous passiez du vouvoiement au tutoiement et autres, ça permet en fait d'informer, d'alerter, de prévenir et de sanctionner. Quand, malgré la sensibilisation, malgré les avertissements, cela arrive quand même. Je peux vous dire que c'est vraiment salutaire. Et si on prend particulièrement le milieu universitaire, on était à un point où des jeunes étudiants décidaient que tant que tel professeur était dans l'université, leurs études étaient interrompues. Mais aujourd'hui, et ce n'est pas chose facile non plus parce que dénoncer un enseignant est toujours vécu par les étudiantes, les apprenantes comme un gros risque pour elles comme pour leurs parents. Et donc c'est vraiment un travail de fourmi, une approche psychologique, une approche de rassurer la personne, de la mettre dans les conditions, y compris parfois de l'anonymat, qui permettent d'avancer dans les procédures et qui permettent de garder aussi le secret de l'instruction pour ne pas décourager la plaignante et pour ne pas qu'elle soit stigmatisée. Donc vraiment, nous avons fait du progrès. Et moi, je voudrais qu'on ait des raisons d'être optimiste et de dire oui, on fait notre chemin, peut-être pas de façon accélérée comme certains voudraient, mais non pas non plus de façon timide, pas du tout, parce que quand j'entends dire que oui, c'est des lois importées, tout ça, ça me fait sourire. Parce que quand les infractions se commettent ici, pourquoi on ne dit pas que c'est importé? Quand un homme, de chez nous, un Béninois, viole une petite Béninoise de 7 ans, pourquoi personne ne dit que c'est des clichés importés? Ça se passe ici, chez nous, aujourd'hui. Et donc, les lois ne sont pas des lois importées. Ce sont des lois qui apportent une réponse à ce qui se passe ici, maintenant, sur notre territoire. La dot a un caractère symbolique. Et à moins qu'on choisisse de ne pas lui donner un caractère symbolique, moi je crois qu'il faut se référer à la loi. Et que à la fin, si c'est peut-être la pression familiale que un jeune couple subit, moi je lui rappelle que la loi dit que la dot a un caractère symbolique. Le reste, c'est le choix des familles qui ensemble décident de lui donner un caractère pompeux, bon. En même temps, qui suis-je pour juger ceux qui décident de faire d'une grande fête leur dot? Mais moi, ce que je rappelle au couple, c'est que la dot a un caractère symbolique et que l'objectif de la dot n'est pas de ruiner le jeune homme, de ruiner sa famille. Non, pas du tout. C'est vraiment de garder un symbole, mais aussi de prendre date. Parce que quand vous dotez une femme, vous prenez un engagement, n'est-ce pas? Et vous pouvez pas vous lever après pour revenir sur cet engagement. Si elle décide que ça va pas se passer comme ça, on ne force pas l'amour, mais par contre, la voie est libre pour se faire dédommager de tous les engagements que vous lui avez fait prendre, parce que il y a des gens qui, même avant d'arriver à la dot, prennent déjà des mesures et disent, tu ne travailleras pas, tu resteras à la maison, tu renonces à tes études. Maintenant que tu vas être ma femme, voilà, tu restes à la maison, etc. Si vous la faites rester à la maison, si vous arrêtez ses études, vous payez la dot, vous lui dites, vous allez faire les enfants, et puis après vous allez qu'elle va reprendre ses études. Mais si elle n'est pas contente, elle va vous poursuivre en dédommagement. Elle peut le faire, la loi le lui permet. Mais je dis ça pour rigoler, mais je veux dire, la dot ne doit pas être une occasion d'endettement. Franchement, vous pouvez vous passer de cet endettement-là et vous marier, fonder votre famille sans commencer une vie de couple avec de grosses dettes. C'est pas absolument nécessaire. Si vous voulez faire la fête, faites-la, mais faites-la modérément, selon les moyens dont vous disposez.
Je dirais que 64 ans, c'est un bel âge. C'est vraiment l'âge de la maturation totale et de la capacité qu'on a à accompagner les autres. Je dirais que, premièrement, nous devons reconnaître notre passé, ne pas en avoir honte, et même cultiver notre passé. Aujourd'hui, Dieu merci, notre histoire est en train d'être révélée et en même temps, je prends par exemple le rôle parce que vous savez que j'ai du mal à ne pas parler des femmes. L'invisibilisation des femmes est en train de connaître une fin. Le rôle des femmes dans notre histoire aussi est en train d'être visibilisé et est mis à la lumière. Les Amazones ont été sublimées. La reine Rangwe est en passe de rentrer aussi dans la liste de nos rois et de pouvoir bénéficier de la même reconnaissance que les rois du sexe masculin. Nous avançons. Nous avons un pays formidable. Nous avons un pays qui a une vice-présidente de la République. C'est un choix qui a été fait. Nous avons avancé. Nous avons un pays dans lequel les droits des femmes et la place des femmes est en train d'être reconnus de plus en plus, où des efforts sont faits. On a pris une mesure spéciale temporaire pour qu'il y ait plus de femmes au Parlement. On a pris une mesure qui a permis d'avoir des secrétaires exécutives dans les mairies, et ainsi de suite. On a des femmes qui occupent maintenant des postes à la tête d'entreprises, de sociétés de l'État. Je crois qu'on fait quand même un bon chemin et que il faut se féliciter de cela, garder en conscience le fait que ce dont nous parlons, c'est pas l'affaire des femmes, mais c'est l'affaire de notre nation. C'est ça qui peut nous permettre d'atteindre un développement inclusif, durable, compétitif, parce que notre économie doit être une économie compétitive. Et c'est ça qui va aussi faire que le monde va nous connaître. Le monde va voir que il y a pas que en Europe qu'il y a des exemples de sociétés qui se sont développées parce qu'on a intégré les femmes, parce qu'on a défendu les droits des femmes et qu'on leur a permis de s'exprimer dans les efforts nationaux pour se développer. On n'aura plus besoin d'études américaines et autres pour démontrer cela, mais on va avoir des exemples vivants comme au Bénin où on dira, vous avez vu l'évolution depuis que les femmes sont plus libres, qu'elles ont la parole, qu'elles sont impliquées dans l'entrepreneuriat, dans la vie politique, dans la vie publique, dans le commerce, etc., dans la prise de décision. Vous voyez comment le Bénin est en train d'être développé. Moi, je rêve de ce moment-là où on n'aura plus besoin de références ailleurs, mais où on aura du vécu ici et maintenant. Bonne fête à tous les Béninois. Bonne fête de l'indépendance.